En cuisine, il y a des choses qui sont faites en cuisine qui sont pas faites dans d'autres métiers, mettons. Ça crie un peu plus fort, un peu plus d'insultes. Il y a beaucoup de... Il y a des... Surtout, récemment, il y a des reportages en France qui sont sortis sur l'abus psychologique des chefs. Absolument. Comme des trucs comme ça. Physique et psychologique, C'est quoi la ligne entre ça se passe en cuisine et ça, c'est un crime. Là. Tu peux pas faire ça au monde. Là. Je pense que ça a changé. Okay. Pour vrai, je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements de dénonciation de toutes les sortes dans les dernières années. Puis je pense que tout le monde a fait une espèce d'introspection sur soi-même. Puis on évolue. Écoute, tu sais, les temps changent. Moi, en 1999, j'étais allé au Méditerranéo parce que je savais que c'était une des cuisines les plus rough à Montréal à travailler dedans. Je savais que j'étais pour me faire fouetter. J'étais pour travailler 65 heures semaine minimum. J'ai fait une semaine qui a frisé les 100 heures, littéralement. Là, puis en cuisine, c'est pas ici, on fait juste jaser tes bouts. Puis il n'y a pas de reconnaissance. Il n'y a personne qui dit merci à la fin de ton chiffre. Belle quenelle. Écoute, j'ai travaillé pour un chef que je respecte encore à ce jour énormément, mais que quand il nous parlait, pendant le chiffre du travail, quand il nous parlait, c'était toujours pour nous réprimander, au point que moi, je m'étais rendu compte, il appelait ça la ligne. Tu sais, on travaillait tout en cordée, sur la ligne. Quand il parlait, là, tout le monde pissait des épaules. Puis quand tu te rendais compte qu'il ne te parlait pas, les épaules les relâchaient. Puis tu étais tout le temps content qu'il ne te parle pas. Tu sais. Puis, mais en même temps, écoute, il y avait... Moi, je trouve que j'ai bien appris. Oui, je comprends. Ça, tu l'as cherché, par exemple. Oui. Quelqu'un qui ne le cherche pas, par exemple, ça peut être un moi, j'ai vu du monde partir en dedans de 6 heures en pleurant, littéralement. Là. Venez me voir. Puis à la fin, c'était moi qui étais responsable des formations. Puis je me souviens, ce chef-là, un soir, il m'avait dit, il faut que tu sois plus rough quand tu fais formation parce qu'il faut que tu sortes le meilleur des nouveaux. Puis moi, je suis pas là-dedans, moi, de crier après le monde. Même si c'était ça ma philosophie quand je suis devenu chef au Misto. Moi, je voulais être le gars cool. En même temps, être le gars trop cool, tu finis par te faire piler ses pieds, fait que c'est pas mieux. Faut essayer de trouver un juste milieu. Et écoute, mais je me souviens, la première fois que j'ai vraiment crié après quelqu'un, le gars s'est mis à pleurer, puis là, je suis comme, fuck, man, tu sais, je voulais pas que tu pleures. Tu sais, je voulais juste, tu sais, que tu fasses le tartare mieux, tu sais. Je me sentais tellement mal pour lui. Ça t'es-tu déjà arrivé dans des restaurants comme ça? Parce que, on s'entend, là, c'est pas la belle province, en tout respect, là. De voir du monde que tu fais, man, t'es vraiment pas à la bonne place. Absolument. Tu sais ce que Bob m'a déjà dit. C'est drôle qu'on a un cerveau qui connecte. Je sais pas si c'est une bonne chose. Un truc que Bob m'a déjà dit que je trouve ça génial. Bob m'a déjà dit, je peux apprendre à n'importe qui à cuisiner. Mais c'est pas n'importe qui peut travailler dans une cuisine. Non, c'est sûr que non. C'est une nuance tellement différente. Tu le vois tout de suite. En plus, là, il faut qu'il y ait un mélange de t'es tough, mais t'es capable d'avaler ton orgueil à un certain moment donné. Parce que si t'es trop orgueilleux, écoute, moi j'ai vu les gars les plus tough au monde, mais ils sont super orgueilleux. Tu peux pas lui dire quelque chose. Ils pensent tout le temps qu'il a raison. C'est ça que je le vois au chef, là, la première. Tu sais, comme des fois, là, les chefs l'émission, je veux dire, là, la première saison, là, surtout, là, tu voyais des gars vraiment orgueilleux. Bon, là, ça vaut ce que ça vaut, là. C'est mais comme les commentaires, c'était non, mais moi, j'ai fait ça, puis c'était bon, puis tout le monde te dit c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, il faut que tu crois que tout le monde c'est des papilles gustatives, là. C'est pas tout le temps subjectif, là. Non, puis il faut que tu sois ouvert. Subjectif. Faut que tu sois ouvert à apprendre aussi. Je veux dire, écoute, tu sais, puis moi, je dis ça, ce chef-là, en fait, que j'ai travaillé pour, là, c'est complètement débile. Je veux dire, moi j'encaissais au point de faire de l'eczéma. C'est ça que je faisais. Puis je faisais de l'eczéma un moment donné. Tu bien le stress, en plus, c'est une des forces. Ah ouais, puis, mais un moment donné, c'était capoté. Je veux dire, je faisais de l'eczéma du bout de mes doigts. Wow. Ça passait par mon visage et ça se rendait à mes orteils. OK. Fait que t'étais plaqué rouge. 80% de mon corps était plaqué rouge. Puis là, un moment donné, j'ai dit, OK, moi je prends un break. Là. Je prends... Puis j'avais... En fait, c'est drôle. C'est de même que j'ai gagné le respect de mes pères. Parce qu'ils m'ont regardé et comme, man, il travaille encore, tu sais, comme avec des gaz d'en face puis tout. C'est une machine, le gars. Là, c'est incroyable. En cuisine, un truc qu'on t'apprend en cuisine, c'est que lendemain de veille, maladie, tu rentres. Ah oui. Quand la fois, t'avais mal au dos. La fois que j'ai mal. Une fois, t'avais le dos fucked up, puis tu disais aux autres,
tes jambes bougeaient pas, puis tu cuisinais. Ouais, mais ça, tu fais. Il y a plein d'affaires de même. C'est comme si rien n'était. T'as déjà travaillé avec le dos barré. Absolument, là, t'as pas le choix. Tu t'en vas à job, puis le dos barré. Tes mouvements sont limités. Écoute, moi, j'ai déjà sorti une poêle en fonte qui était sur le dessus du faux, mais était dans le faux avant que j'y touche. Puis tu prends tout dans tout avec une guenille, tu sais, sec pour sèche, pour pas te brûler. Et je sais pas qu'est-ce qui m'est. Avant d'y toucher, même, je me suis dit, t'as pas une guenille, puis je l'ai pris, puis je me suis complètement brûlé à la main. J'avais une cloche grosse de même. Puis j'ai travaillé une soirée de temps, une main, la main d'un pichet. Puis que j'ai dit à la fin de la soirée, j'ai dit, mes estis de tata, vous avez vu comment faire mon poste, c'est facile. On a fait 200 clients, puis je l'ai fait à une main. OK? Fait que. Il est extraordinaire. Mais il y a une espèce. Il y avait un côté, je pense, un peu macho aussi. Mais y a-tu un côté performance aussi? Oui, on dit macho, mais les filles qui travaillent là, un côté athlète, un côté, moi comme Bob Gainey, m'a joué avec des épaules disloquées. Aussi, on est de même un peu. Zéro. J'ai jamais joué avec une cloche. Mais voyons. Jamais. Moi, je viens vraiment de l'école. Si tu te présentes pas, c'est parce que t'es mort. Ouais, mais on n'a jamais été malade de même pour faire un show. C'est encore drôle, Thomas. Moi, j'ai malade, t'as été. Moi, honnêtement, au conservatoire, la dernière série que j'ai faite, te souviens-tu de la grippe H1N1, succès souvenir? Oui. Qui a comme ramassé tout le monde. Oui. Ben, je l'ai pogné, puis genre, j'ai joué une pièce de théâtre au complet, un fédo à courir avec la H1N1. Est-ce que, comme moi, en coulisses, c'était valorisant. Non, mais en coulisses, t'es malade. En coulisses, t'es malade. Sur scène, tu l'es plus, tu sors de scène. Tu l'es, mais c'est juste que ce qui est chiant, c'est que t'es quand même bon parce que t'as travaillé fort, puis t'es porté par ton travail, mais t'es quand même à comme 60% de ce que tu pourrais être. Mais c'est vrai que tes symptômes disparaissent parce que t'es tellement dans l'instant. Mais en soi, tu le sais que tu fais pas une si bonne job que ça. Là, parce le plus tough, c'est jouer le lendemain de veille. Parce que moi, quand je suis en lendemain de veille, je suis beaucoup dans. Je pense que tout le monde m'haït, puis la paranoïa. Fait que... Mais ça, c'est pas si mauvais que ça, Thomas. Bon, mais sur scène, c'est vraiment tough parce que j'ai eu chaque rire. Puis même si j'ai des rires, c'est pas le bon rire. Dans le fond, il rit de moi au fond. C'est terrible. Mais c'est la concentration qui est un peu plus dure aussi. C'est ça. Dans la veille, là, c'est un moi, j'ai une question pour toi, Bob. Montréal, apparemment. Je sais pas. Mais Montréal, on n'a pas, que je sache, puis j'ai même pas au Canada, peut-être à Toronto, là, mais on n'a pas de restaurant étoilé Michelin. Il y en a à Vancouver. Un, ouais. Pourquoi on n'a pas ça au Canada? Je le sais pas. OK. Pour vrai, c'est-tu du snobisme de Michelin? Ah, peut-être. Parce que moi, j'ai déjà mangé dans des restaurants étoilés, ou en tout cas, puis honnêtement, il y a des... Tu fais la différence, là. À un moment donné, la très, très haute cuisine, c'est comme, OK, ouais, non, c'est frappe. Ça frappe, ouais. Oui, mais je te jure qu'il y a des très, très bons restos québécois ou montréalais que je vois pas la différence avec un étoile, mettons. Il y a des affaires dans le même. J'avoue, il y a beaucoup de place, mais je trouve qu'il en mérite un. En même temps, c'est le tout qui fait que tu as un étoile Michelin. Faut pas dire macaron, parce que macaron, en fait, ça vient d'un journaliste qui a dit ça, puis ça a juste collé, en fait, ce terme-là. En fait, que c'est vraiment des étoiles Michelin. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des étoiles Michelin, c'est la plus haute distinction qu'un restaurant peut avoir. Le top, c'est le 3. Exactement. Le Guy Savoie vient de perdre sa 3e. Je sais pas si tu as vu ça. C'est une tragédie. Il y a des chefs qui se suicident quand ils perdent un étoile. Oui, absolument. C'est arrivé à plusieurs reprises que tu perds un étoile. Puis il continue. Le monde se suicide, mais on n'arrêtera pas. Génial. Je trouve ça génial, ça. Non, il y a une pression là-dessus. Mais tu vois, moi, le maximum que j'ai mangé, c'est un étoile Michelin. J'ai jamais été dans plus que ça. Mais le service est... Ah oui, non, mais là, c'est un théâtre. Là, je veux dire, tu as 2 serveurs à ta table. Ils déposent symétriquement et simultanément les ustensiles. Entre chaque service, il y a un busboy qui peigne la nappe avec un peigne à nappe qui appelle littéralement. Là, le beurre est juste assez température pour que le beurre est fait maison, de toute façon, il est fait dans la cuisine. Fait que là, il est crémeux. Tu sais, t'as pas le petit beurre Non, mais puis là, il t'explique comment déguster pour être sûr que... Non, c'est une expérience. Absolument. OK, parce qu'en cuisine, on connaît Teddy Burden qui s'est suicidé. Y a-t-il beaucoup de gens dépressifs? Y a-t-il des gens tristes en cuisine? Qu'est-ce qui se passe? Je pense peut-être pas plus qu'ailleurs. Je pense pas. Tu sais, moi, j'ai... Je pose la question peut-être plus tard. Moi, personnellement, là, touche du bois, je connais personne qui s'est suicidé en cuisine ou qui était si dépressif que ça. Je connais beaucoup de monde avec des problèmes de consommation. Pas juste de drogue, d'alcool. Tu sais, c'est pas... Des addictions, en fait. Mais en même temps, je pense que
tous les métiers de performance, comme vous autres, vous êtes humoristes. Je veux dire, les humoristes sont reconnus pour faire la fête aussi. Je veux dire, on parle d'avocats, on parle de médecins. Bon, je suis pas en train de dire que le cuisinier, c'est un médecin. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais les métiers qu'il faut que tu performes, qu'il y a un certain stress, je pense que ça vient avec son lot, sa pesanteur là, de problèmes à l'interne. Puis la cuisine s'en sort pas de tout ça. Mais comme, est-ce que selon toi... En fait, j'ai 2 questions. Parce que là, je commence à boire, fait que ça devient confus. C'est extraordinaire. Mais comme, est-ce que, mettons, quand tu regardes, mettons, les grands chefs français qui ont été dénoncés justement pour abus psychologiques puis tout ça, là, est-ce que, mettons, tu trouves que c'est comparable à ce que tu as vécu à Montréal? Absolument. Ah ouais, hein? Ouais. Mais parce qu'eux, c'est des 3 étoiles sur les Champs-Élysées puis toute la patente, tu fais... Ah, mais moi, je travaillais pour un chef qui avait travaillé justement dans un étoilé Michelin à Londres et voulait vraiment, tu sais, c'était... Écoute, moi-même, là, quand je suis sorti des THQ, je voulais pas devenir Bob le chef. Moi, je le devenais, tu sais, même que mon nom, c'est Robert James Penny, puis je rêvais de voir mon nom dans le bas d'un menu. Même que je trouvais que mon nom fitait bien, là. Chef cuisinier Robert James Penny, je rêvais à ça. Ça, puis peintre. Et oui, c'est ça que je visais, tu sais, littéralement, là. Je pense que c'était un peu perdu, même cette vision-là de devenir grand chef. Je pense que maintenant, on a vu vraiment un aspect de pouvoir faire de l'argent un peu, ou le fame aussi. Le monde est très accro au fame. Je veux pas jeter la pierre non plus aux plus jeunes. Je suis pas un genre de boomer là, qui dit que les jeunes ne veulent pas travailler. Puis non, mais puis c'est vrai parce que vers la fin de ma carrière, ça fait quand même juste 7 ans que je suis plus dans des cuisines. Puis vers la fin de ma carrière, j'engageais des jeunes qui sortaient de l'ETHQ. Puis des fois, je suis que c'est hot de voir un kid, tu sais, carrément, tu sais, qu'il fait pour les bonnes raisons, que lui, il fait parce qu'il y a l'amour de la bonne bouffe. Puis ça existe encore. C'est juste, il faut faire attention parce que je pense qu'il y en a maintenant qui s'inscrivent dans des programmes de cuisine pour devenir la prochaine vedette de... Absolument, oui. Même qu'à l'ETHQ, on m'a engagé pour faire les conférences pendant quelques sessions pour dire aux gens, écoute, les chances que tu deviennes star, ça se peut que ça t'arrive, puis je te le souhaite. C'est mince. C'est pas évident. Je veux dire, moi-même, c'est un parcours d'accident. C'est un peu